Bienvenue, Mehdi El Fakir. Bienvenue, merci. Je rappelle, merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et analyste économique et financier. C'est bien ça, c'est de tout l'intitulé. Absolument. Avec vous aujourd'hui, Mehdi El Fakir, on va débattre et on va ouvrir le débat en grand format sur les contours du projet de loi de finances 2019 qui a été dévoilé hier. On va essayer de passer en revue les grandes lignes de ce qui a été annoncé, passer également au scanner ce qui va changer, ce qui ne va pas changer, mais également ce qui a été priorisé dans les arbitrages. A priori, il y a eu de véritables arbitrages budgétaires, puisqu'on a vu certains ministères voir une revalorisation de leur budget. Je pense à l'éducation, je passe à la santé. Absolument. Donc on va essayer de passer tout ça en revue. Mais ma première question, Mehdi El Fakir, c'est qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qui, selon vous, caractérise ce projet de loi de finances 2019, en tout cas au travers des éléments dont on dispose? Bon, pour l'instant, dans l'attente bien sûr de la version définitive, nous sommes devant des indiscrétions, mais à première vue, nous sommes devant un projet de loi de finances à forte portée sociale. Suite à la coloration sociale. Absolument, suite au discours de Sa Majesté, le discours du trône, je crois que le gouvernement a réhabilité le dossier social. Donc il y a eu une reconsidération des budgets, une réallocation des budgets, une priorisation en quelque sorte de la portée sociale sur pas mal de sujets, que ce soit au niveau de l'allocation budgétaire, mais aussi au niveau fiscal, on va en parler. Oui. Mais in fine, c'était quand même un projet de loi de finances qui se veut social, mais les mesures ne sont pas aujourd'hui des mesures qui apportent du nouveau. Ce n'est pas en augmentant les budgets que nous allons pouvoir relancer, pouvoir réhabiliter en quelque sorte le dossier social ou la question sociale. On y reviendra, ça veut dire qu'en clair, vous êtes en train de dire c'est pas parce qu'on rehausse le budget du ministère de l'Éducation qu'on fera plus de social, ce que vous voulez dire. Absolument, ce n'est pas en disant que la priorité c'est le social, le sujet est un peu plus compliqué, donc c'est un sujet qui est structurel. Sa Majesté a mis le doigt sur les défaillances de la gestion de la question sociale, donc au niveau d'un projet de loi de finances, nous n'allons pas éventuellement trouver des réponses à nos questions, donc la question est cette effort financier qui a été fait. Absolument. Voilà, mais on y reviendra. Mais juste sur le projet de loi de finances 2019, une fois de plus, les éléments dont on dispose, est-ce que pour vous, les fondamentaux restent en place? Certainement. Aujourd'hui, c'était vraiment en quelque sorte les lignes rouges qui ont été fixées. C'est-à-dire le budget a été établi tout en respectant les équilibres macroéconomiques en matière de déficit, en matière d'inflation. C'était la priorité des priorités, c'était le mot d'ordre pour vous? Je dirais que techniquement, c'est le périmètre qui a été fixé, parce que nous sommes surveillés, nous sommes suivis par les institutions financières internationales. Le Maroc ne veut pas, si j'ose dire, se lancer sur une aventure budgétaire de peur de perdre en quelque sorte ces acquis chèrement réalisés à travers le PASS. Nous nous rappelons très bien du plan d'ajustement social. Mais ça veut dire quoi? C'est intéressant ça, parce que tu es en train de dire en fait que le mot d'ordre qui a été fixé et qu'on retrouve dans cette loi de finances, c'est la stabilité coûte que coûte du cadre macroéconomique. Donc du coup, pas de dérapage budgétaire, au contraire, c'est austérité, rigueur. L'idée, c'est de réconcilier impératifs budgétaires avec plutôt des objectifs de réalisation. Nous ne pouvons, vous avez entendu si Chouharil ou Walid Benkelbrib lorsqu'il a parlé qu'il ne faut pas s'endetter pour s'endetter. Il a dit, écoutez, oui, on peut parfaitement faire de la planche à billets, faire vraiment Quitte à créer de l'inflation. Voilà, injecter de l'argent comme ça. Mais attention, le prix serait exorbitant et nous n'avons pas de visibilité sur la soutenabilité. Je crois que le communiqué royal est clair hier. C'est-à-dire que tout simplement, il faut avoir une gestion vigilante de l'endettement. De ce fait-là, nous sommes devant des impératifs qu'il faut suivre avec beaucoup de précaution. Il faut innover, trouver des idées. On va parler certainement de la partie TVA. Des idées, de nouvelles ressources. Voilà, de nouvelles ressources, de nouvelles manières, de nouvelles formules. Mais attention, la stabilité budgétaire, c'est quelque chose qui est pour l'instant sacré. Et nous ne pouvons pas nous lancer, je parle de l'exécutif, il ne peut pas se lancer sur des arbitrages budgétaires qui sont peu orthodoxes. Pas de dérapage budgétaire. Pas de dérapage. Mais donc, parce que je rappelle effectivement dans les indiscrétions, parce que vous avez employé ce terme-là, Mehdi El Fakir, c'est ce qui a été annoncé en tout cas hier, c'est un déficit budgétaire pour 2019 autour de 3,6-3,7%. Absolument. Voilà. Absolument. Donc ça, c'est sage, c'est raisonnable, c'est tenable? Je dirais,
c'est sage, tenable, pas tenable, tout dépendra de l'évolution des finances publiques. Mais vous savez que c'est vraiment très très sage. Attention, nous ne pouvons pas imaginer des réformes sans une certaine stabilité. Le cadre qui régit ces réformes, il est très très important. Il y a des acquis que nous ne pouvons pas perdre. Jouhari, il a déjà dit aux journalistes, il a dit, écoutez, c'est des idées qui sont pas vraiment fameuses et qui ne sont pas sorcières. Nous pouvons très très bien partir sur la planche à billets en parlant de nos voisins algériens. Mais attention, le coût serait exorbitant. Les Algériens, Mais les enjeux aussi, non? C'est perte de la valeur monétaire et puis une inflation galopante. Mais attention, la perte de la souveraineté. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons quand même une marge qui est considérable. Nous sommes, avec la Macédoine, les seuls deux pays au monde qui ne se sont pas endettés, qui ont demandé juste des lignes de liquidité, de précaution qui n'ont jamais été utilisées. Et attention, nous avons décidé de mener une réforme de notre régime de change sur 15 ans. Pas moi. Alors que si ça a été le cas, si nous allons vraiment être sur un sujet très court-termiste, nous allons nous endetter et tout simplement, les décisions vont être prises ailleurs. Donc vigilance sur, Absolument. En fait, un indicateur majeur, c'est l'endettement. Absolument. Voilà. Absolument. D'où la nécessité, en fait, d'essayer de compresser notre déficit budgétaire autour de 3,5, 3,6, 3,7% et de ne pas dépasser cette fameuse barre, enfin, en tout cas, limite plafond de 50 milliards, 60 milliards de dirhams d'endettement annuel. Aujourd'hui, il y a deux plafonds. Il y a le 3,5% de déficit. Oui. Et il y a un endettement PIB public qui ne doit pas dépasser les 70%. Sinon, on entre dans une zone qui est incertaine. Je ne dirais pas le défaut de paiement, on en est loin, mais on entre dans une zone qui est très, 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 très imprévue. C'est-à-dire quoi? L'argent qu'on va emprunter éventuellement à l'international qui coûtera plus cher? C'est ça l'enjeu aussi? C'est le coût en fait de l'argent intérieur dont et on aura besoin? Oui, bien sûr. Par rapport à la dette? Oui, la dette serait insoutenable. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas imaginer pour un pays qui se base principalement sur les recettes fiscales et parafiscales de pouvoir, avec une économie qui est essoufflée, avec des problèmes de recouvrement, pouvoir imaginer vraiment une soutenabilité de la dette. Voilà pourquoi Sa Majesté, lors bien sûr de ce Conseil des ministres, a parlé de vigilance, c'est-à-dire d'une gestion vigilante. Là, il faut absolument suivre l'endettement. Donc aujourd'hui, l'approche, il doit changer. Nous ne sommes pas sur une approche qui est arithmétique, qui est une approche qui est vraiment de chiffres. Il faut absolument que nous puissions rénover. Il faut suivre l'endettement de très très près parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de soutenabilité. L'endettement au niveau de l'État, mais également des établissements, les offices publics. Absolument. Parce que ça a été Mohamed Meshamoud s'est exprimé aussi là-dessus. Je crois comprendre, il y avait un rapport d'ailleurs de la Cour des comptes qui a mis l'accent là-dessus. C'est moins dépenser, mieux dépenser, de faire attention aussi parce qu'ils portent aussi en eux un endettement extrêmement fort. Et donc aussi, il y avait une politique de désendettement qui devait être enclenchée au niveau des offices d'entreprises publiques, qui n'a pas été faite à ce jour en tout cas. Ça fait que la problématique était toujours une gestion purement budgétaire de la relation entre l'État et ses établissements publics. Aujourd'hui, en termes de gouvernance, nous n'avons pas une idée sur la viabilité des modèles économiques et la profitabilité de ces modèles. Aujourd'hui, il faut revoir les choses de cet angle. Revoyons l'utilité même. Par exemple, nous avons entendu parler, par exemple, lorsque l'Office d'échange a décidé de faire des audits, l'OCE, lorsqu'on a parlé de l'Office de la promotion des exportations, on a posé la question pourquoi il existe. Il fait double emploi. Quoi ça sert concrètement? Bien sûr, et l'État aujourd'hui, parfois, il est sur des établissements qui ont été créés, mais nous n'avons pas une viabilité. On en fait des établissements qui doivent générer de l'argent, générer du profit, alors que c'est impossible lorsqu'ils gèrent des services publics. Donc il faut des contrats programmes avec l'État, il faut des engagements de la part de l'État, et l'État même n'est pas... Est-ce qu'il faut ouvrir, selon vous aussi, vers le partenariat public-privé? Absolument. Vers une forme de libéralisme un petit peu? Non, moi je dirais que ce n'est pas du libéralisme parce que vous savez, le PPP, c'est du win-win. Oui. Ce n'est pas comme des concessions de services publics, c'est autre chose. Aujourd'hui, il faut imaginer des formules qui vont permettre à l'État de sauvegarder les intérêts, et puis ça permettra aussi à l'État d'avoir une visibilité, une certaine objectivité sur la relation avec ses partenaires. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas compter sur le partenaire pour tout faire, il faut absolument que je mette la main dans la poche. La preuve, c'est que ce qui a été dit hier, c'est qu'il faut restructurer les établissements publics avec des contrats programmes. L'État doit aussi respecter ses engagements. N'oublions pas, et nous allons en parler pour l'histoire bien sûr des créances de TVA, l'OCP, l'État est redevable de 18 milliards quand même pour l'OCP. Donc c'est quasiment 50% d'ailleurs du stock global de absolument, parce que ça impacte sérieusement les investissements de l'OCP. Complètement, et on va y revenir. Mehdi El Fakir sur ensuite l'imposition. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce projet de loi de finances par rapport à celles et ceux qui vous écoutent, est-ce qu'ils vont payer plus d'impôts? Est-ce qu'il y aura une pression fiscale beaucoup plus importante qui va être en vigueur à partir du 1er janvier 2019, que ce soit sur les entreprises ou que ce soit sur les particuliers? Bon, encore une fois, je dirais que sur la base des indiscrétions, je vais noter la mesure phare qui concerne bien sûr la revue du barème de l'IS.
C'est les sociétés. Ouais. Absolument. Maintenant, pour les sociétés qui ont moins de 300, pour l'IS bien sûr, qui ont moins de 300 000 dirhams de résultats nets, ils vont continuer à payer les 10%. Maintenant, entre 300 et 1 million, ça va être 17,5% au lieu de 20%. Et au-delà de 1 million de dirhams, ça va être 32%. Donc, c'est une réaffectation de la pression fiscale en fonction bien sûr, du résultat net. Ceci devrait se transformer, bien sûr. Pourquoi ça a été fait, ça ? Pourquoi on a revu à la baisse un peu le taux intermédiaire ? Il y a des équilibres. Oui. Attention, les recettes au niveau d'IS, il y a des équilibres. Déjà, l'État, l'année dernière, il a fait, entre parenthèses, j'appellerais ça une concession en matière de barème, parce qu'on n'est plus sur un barème proportionnel, nous sommes sur un barème qui est progressif. Ce qui a été annoncé l'année dernière, c'est que le coût de cette mesure était déjà de 1 milliard. Bon, cette année également, c'est une réaffectation. Avec l'objectif de favoriser le passement de l'informel au formel, c'est ça ? Absolument. Et pour permettre à la TPE-PME aussi d'avoir souffler un petit peu. Avoir un gain financier qui doit être bien sûr réaffecté pour l'investissement. Donc l'État, c'est de permettre, parce que là, je parle de la portée sociale, parce que la PME-TPE, c'est du social. Pour rendre notre économie plus inclusive, à travers le levier fiscal, il faut alléger la pression fiscale sur ces TPE et ces PME. Et pour vous, ça va être suffisant ? De passer de 20 à 17,5 C'est prématuré, il faut... Ouais. Non, absolument pas. Parce qu'il y a tout un écosystème aussi qui a été annoncé par Mohamed Ben Chaboun, d'ailleurs, lors de l'université d'été de la CGM. Vous vous souvenez, il a dit, voilà, d'écosystème à trouver, TPE, PME, toute locomotive et grandes entreprises aussi, le Small Business Act. Est-ce que ça s'inscrit là-dedans ? Le fait de, ce nouveau écosystème fiscal, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, nous parlons de mesures qui ont tendance à alléger la pression. Maintenant, ça, c'est sur le plan quantitatif. Il faut également noter de passage les 0,15% de la cotisation minimale, qui était déjà pour 0,5% du chiffre d'affaires, ça va être 0,75%. Donc on a haussé un peu le niveau de la cotisation minimale qu'on paie lorsqu'on est déficitaire, lorsqu'on cumule des déficits. Bon, l'objectif, c'est que M. Benchaoui, il veut passer sur une approche qui est qualitative. Si nous sommes c'est pas une première, hein, ça a été déjà pratiqué, je parle notamment des expériences de catégorisation au niveau de douane, et de catégorisation au niveau des impôts. L'État veut que si la gouvernance est bonne, l'État est prêt à faire des concessions. C'est-à-dire labellisons tout d'abord les opérateurs économiques, cherchons les bons élèves pour que les concessions sur le plan fiscal ne se transforment pas en une rente. Donc la démarche, en fait, par l'exemple. Par l'exemple, voilà. Donc je crois que c'est une réforme qui est structurelle, qui ne devrait pas se concrétiser du jour au lendemain. Il lui faut du temps. Donc il a parlé des experts comptables qui vont faire ce travail d'évaluation de la gouvernance pour le compte de l'État en certifiant le niveau de conformité de la gouvernance. C'est assez novateur, ça, de demander aux experts comptables de faire un travail. Non, c'est pas la première fois. Les experts comptables ont été appelés à contribution. Déjà la loi sur la SARL et sur la SA oblige à passer par un expert comptable. Ça, c'est pour les statuts juridiques. À la non, attention, pour certifier des augmentations de capital, c'est certifier la moralité des clients. Parce que si c'est plutôt des comptes courants qui ne sont pas, je dirais, orthodoxes et conformes, l'expert comptable refuse de certifier. Idem pour la certification des crédits de TVA. Il y a de cela 3 ans, 4 ans également, les experts comptables étaient appelés à contribution. Là, effectivement, c'est une démarche qui est participative. Les experts comptables peuvent y contribuer énormément, ce qui permettra à l'État d'avoir vraiment des éléments pour pouvoir apprécier. Avant de prendre les bonnes décisions au bon moment, c'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est très simple. Aujourd'hui, c'est Rachid, il faut le dire à tous les opérateurs économiques, c'est très simple. Moi, je ne vais pas défendre l'indéfendable. Mais l'État ne peut faire des concessions que lorsqu'il a une contrepartie. L'État, il est obligé de gérer un budget et des équilibres budgétaires. Il faut comprendre l'establishment. Ici, ils n'ont pas vraiment la visibilité sur ce qu'ils vont avoir à travers les concessions sur le plan fiscal et budgétaire. Ils ne peuvent pas continuer. Et donc, autre mesure, si on reste sur l'IS, ensuite on va aller sur l'IR et sur la TVA et voir sur les taxes parafiscales aussi, parce qu'on annonce plus ou moins une hausse de la vignette automobile. Absolument. Peut-être aussi sur le tabac. Donc on va essayer de voir, on passera ça aussi en revue. Sur l'IS à 32%, au lieu de 31% pour les entreprises qui dégagent un résultat net, pas un chiffre d'affaires, un résultat net, au-delà de 1 million de dirhams. Absolument. Pourquoi cette mesure ? On va taxer encore un petit peu plus les entreprises qui s'acquittent de l'IS. Oui, mais qui s'acquittent de l'IS, tout le monde ne s'acquitte pas de l'IS, je veux dire. Est-ce que c'est juste et équitable aussi pour bien comprendre l'enjeu ? Oui, mais il ne faut pas oublier que les entreprises qui s'acquittent aussi de l'IS, pour les deux tranches de 10 et 20%, sont des TPE, PME, et qui souffrent aujourd'hui, qui demandent des gestes de la part de l'establishment et du gouvernement. C'est vrai qu'on ressent effectivement, c'est une pression supplémentaire pour les grosses entreprises, mais ça, c'est les arbitrages budgétaires. L'État aujourd'hui ne peut pas revoir le barème parce que le coût fiscal devrait ne pas être soutenable au regard des impératifs budgétaires, au regard des attentes. Nous avons parlé du social, il faut augmenter. L'État également cette année va empocher 25 000 personnes permanentes et puis 15 000 contractuels. Il faut pas oublier que ça, au niveau de l'éducation. C'est un coût. Il faut pas également. C'est tout ça en fait, tout cet argent-là sur l'IS, ce qu'on est en train d'évoquer, là, c'est des ressources financières pour l'État pour le financement des 25 000 fonctionnaires supplémentaires au niveau du ministère de l'Éducation. Non seulement que ça, les 15 000 contractuels aussi.
aussi. Oui. Le dialogue social, à qui on a quand même alloué un budget de 3 milliards sur 3 ans. Également, par an, ouais. bien sûr, la poursuite de la réforme des caisses de retraite. Donc voilà, pour bien qu'on essaie de bien saisir les enjeux. D'un côté, l'État qui taxe, et de l'autre côté, parce qu'il taxe pas pour se mettre l'argent dans les poches, parce que l'État c'est nous, mais c'est pour reverser et pour financer des politiques, des recrutements de fonctionnaires et autres. Absolument. Il faut arrêter de penser que l'État, il a la marge pour arrêter de taxer ou pour baisser les impôts. Maintenant, il faut que l'État arrive à des formules, et là c'est le rôle des opérateurs économiques, pour vraiment avoir une contrepartie, un gentleman agreement qui permet, à travers des concessions fiscales, à travers des mesures fiscales ou des mesures d'encouragement de façon générale, d'avoir une contrepartie au niveau de la création de la richesse, de la création de valeur, et le recouvrement des impôts. Voilà. Et justement, juste sur l'IS qui va être rehaussé à 32% au lieu de 31% pour toutes les entreprises qui dégagent un résultat net, une fois de plus, je le répète, de millions de dirhams. Qu'est-ce qu'on renvoie aussi à l'international? Est-ce qu'il n'y a pas de se dire, voilà, il y a un renchérissement de la fiscalité, l'IS au Maroc, et bien il est en hausse? Non, est-ce qu'il y a un message? Non. Non, mais c'est pas un message pour l'extérieur, c'est surtout pour l'intérieur. Aujourd'hui, le Maroc, on est en train de parler d'une économie inclusive. Nous ne pouvons pas le faire sans donner des signaux pour la TPE, PME. Nous n'avons pas de marge. Je parle de l'establishment. Je suis pas en train de défendre, mais je parle de produits techniques. Ils n'ont pas la marge pour vraiment donner des concessions. Donc, il faut qu'il y ait une réallocation, en quelque sorte, un réaménagement, bien sûr, de la pression fiscale. Donc, les grandes entreprises ou les entreprises qui réalisent le plus vont être taxées le plus. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises vont être plus taxées à partir du 1er janvier 2019? Nous ne pouvons pas le dire dans l'absolu, parce que le tissu entrepreneurial au Maroc, il est composé principalement de PME, TPE. Donc il faut vraiment les statistiques, il faut que le gouvernement explique la mesure, mais j'estime quand même que globalement, les bons élèves vont pouvoir payer plus. Ils vont pouvoir payer plus, mais c'est aussi peut-être une démarche un peu citoyenne vu le contexte financier, en tout cas des finances publiques, ce que vous disiez tout à l'heure, Fidel Fakir. Autre chose aussi qui concerne un petit peu l'IS et qui concerne surtout l'entreprise, c'est le possible, j'ai bien dit le possible retour de la contribution sociale de solidarité qui a été mis en place en 2012, 2013, 2014, qui a disparu en 2015, en suspens, entre parenthèses, et qui pourrait faire son retour à partir de 2019. Absolument. Cette mesure a été toujours prise là où il fallait financer ou bien sûr améliorer les finances publiques en ce qui concerne la cohésion sociale. On se rappelle de la PSN, après la contribution à la cohésion sociale pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, qui était limitée dans le temps. Maintenant, on revient à cette formule parce que... Souvenir douloureux d'ailleurs pour la classe moyenne, Absolument. À l'époque, en 2012-2013, qui en voulait beaucoup à Béla Benkarine et son gouvernement. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est typiquement les formules qui devraient permettre d'améliorer, de changer la donne. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'argent pour financer la cohésion sociale, plus que jamais. La question sociale étant présente, nous ne pouvons pas la financer autre qu'à travers la fiscalité. Sauf que nous allons envoyer un mauvais souvenir en parlant de fiscalité permanente, de taxes permanentes. Donc ces mesures qui sont limitées dans le temps et dans l'espace permettraient d'envisager, bien sûr, un retour à la normale une fois que les équilibres budgétaires ou une fois que l'État a amélioré sa gestion des finances publiques. Mais ça veut dire qu'avec le possible retour de cette contribution sociale de solidarité pour les entreprises, qui d'ailleurs bénéfice net supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. Tout compte, voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est encore une charge, financière pour l'entreprise? Certainement, ça va être une charge financière pour l'entreprise. Mais c'est un coût supplémentaire aussi qui va peser. Un coût supplémentaire, mais c'est un coût qui est inscrit dans l'effort citoyen de ces entreprises pour financer la cohésion sociale. L'État n'a pas trop vraiment la marge et aujourd'hui c'est un impératif d'ordre général. Aujourd'hui c'est une question d'ordre général de maintenir la cohésion sociale et c'est là où vraiment les entreprises sont appelées à contribution. On passe de l'IS à l'IR? Oui. À l'impôt sur le revenu? Oui. Alors on annonçait aussi, c'était bien sûr de la rumeur permanente de ces dernières semaines, on annonçait que l'État allait revoir un petit peu les taux planchers en matière d'IR, d'impôt sur le revenu, avec un possible allègement de l'impôt sur le revenu pour les bas salaires et les bas revenus. En fait, on se rend compte que sur l'IR, il n'y a aucune mesure qui a été annoncée et qu'il pourrait ne rien y avoir dans ce projet de loi de finances 2019. Oui, aussi, ce qui a été annoncé, c'est qu'on a demandé à ce qu'on étudie l'opportunité et la possibilité d'un tel réaménagement de barème. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les impératifs budgétaires étant là, je crois ça va être très compliqué aujourd'hui d'imaginer. L'État a besoin d'encore de plus de visibilité. D'autant plus que aujourd'hui... trop tôt en fait, 2019, pour revoir éventuellement les taux. Parce que l'État est en train d'évaluer tout le régime. C'est-à-dire l'IR, pas uniquement l'IR salarial, je parle de l'IR professionnel. Donc tout ce qui est écosystème IR, tout ce qui est briques IR sont en train d'être revus de façon à pouvoir par la suite imposer et imaginer des mesures qui sont viables. Il ne faut pas oublier
que les différents réaménagements qui ont eu lieu ont coûté énormément au budget de l'État et qu'à chaque fois, il fallait trouver... Peut-être que l'État s'y est retrouvé aussi, parce que baisser la pression fiscale sur les revenus, c'est donner un peu plus de pouvoir d'achat aux personnes, et c'est aussi oui, mais est-ce que ce pouvoir d'achat un peu la consommation, voilà. Oui, attention, lorsqu'on baisse la pression fiscale sur le pouvoir d'achat, c'est pour que ça se traduise par une augmentation de consommation intérieure. Or, nous sommes devant une économie, malheureusement, dont les indicateurs ne sont pas aussi forts. Nous ne nous basons pas forcément sur la consommation intérieure, mais nous nous basons surtout sur la pluviométrie et sur les campagnes agricoles. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est encore prématuré. Donc, c'est pas viable, en fait, comme... C'est pas viable à très court terme. Il faut laisser le temps au temps, à moins qu'on puisse être devant une décision qui est politique, et défendable politiquement, bien sûr, mais qui est coûteuse sur le plan équilibre financier, équilibre des finances publiques. Alors, on revient toujours pareil, équilibre des finances publiques, endettement et coût de l'endettement. Absolument. Sur la TVA, quoi de nouveau sous le soleil? À part la TVA, la seule mesure qui aurait été annoncée, c'est un allègement du taux de TVA sur les produits d'assurance en couverture de crédit. C'est une mesure à connotation sociale parce qu'une bonne partie des primes d'assurance est un peu cher, parce qu'il était de l'ordre de 14%, et qu'il était question de les ramener à 10% pour les rendre accessibles aux citoyens, notamment en ce qui concerne les crédits immobiliers. C'est la principale mesure qui a été pour l'instant annoncée. Maintenant, peut-être que nous sommes dans l'attente de mesures plus concrètes en matière de butoir. C'est cette problématique qui est endémique. L'année dernière, la tentative de l'État d'aller sur plutôt deux taux uniquement a été malheureusement avortée. On n'y arrive pas, on est toujours sur 4 taux, du 7, du 14, du 18, du 20. C'est très compliqué aujourd'hui. Pourquoi c'est compliqué de réformer la TVA aussi? Parce que et si on réforme à la hausse, c'est compliqué. Si on réforme à la baisse, c'est facile. Mais attention, on ne peut pas imaginer toute confrérie ou toute profession qui va se voir un petit peu surtaxée en matière de TVA ne va pas la presser. Rappelons l'année dernière ce qui s'est passé pour les professionnels de l'assurance qui sont montés au créneau parce qu'il était question de passer de 14% à 20%. Idem pour la partie, bien sûr, des hydrocarbures. Aujourd'hui, bien sûr, c'est très, très compliqué. Il faut attendre, il faut imaginer des mesures. Parce qu'aujourd'hui, ce qui crée très technique le butoir... et très sensible à la fois. Oui, le butoir, il crée des situations encore plus compliquées pour l'État. Imaginez cette créance structurelle qui est vis-à-vis des entreprises publiques. Les 18 milliards, c'est de la TVA. Donc, il faut imaginer... C'est un manque à gagner pour l'État. Oui, vu l'enjeu de 18 milliards. Alors, oui, l'État, il a essayé pour l'ONCF, par exemple, pour les autoroutes du Maroc, d'imaginer des mesures pour leur permettre de résorber une grande partie de ce crédit, ça a été le cas, effectivement, mais c'est encore insuffisant. Et sur les taxes parafiscales, alors est-ce que on peut annoncer d'ores et déjà la possible hausse de la vignette automobile? Parce que là, ça concerne tout le monde. Oui. Tout le monde a quasiment un véhicule. Donc, on dit qu'il pourrait y avoir une hausse entre 50 et 500 dirhams à partir du 1er janvier 2019. C'est une proposition qui pourrait marcher, qui pourrait aller, parce que ça fait quand même un moment que il ne faut pas oublier la concession en 2010, lorsqu'il y a eu une uniformisation de la vignette, parce qu'il y avait par la suite des barèmes pour les professionnels et les particuliers. Il y a eu une uniformisation qui était très louable de la part, qui était très saluée de la part de l'administration fiscale. Maintenant, après pratiquement 8 ans ou 9 ans, on va hausser un peu. Il y a l'inflation, il y a également l'amélioration, bien sûr, du mode de recouvrement de la vignette qui est devenu extraordinaire. Mais effectivement, ce qui m'a frappé, ce qui m'a surpris, qui m'a interpellé en préparant l'émission, c'est que cette possible hausse, en fait, varierait selon le poids du véhicule. Donc elle n'est pas sur la motorisation, on n'est pas sur le nombre de chevaux, on est sur le poids du véhicule, en fonction. C'est un peu. Justement, ça m'a un petit peu surpris, moi, ça. Oui, voilà pourquoi j'attends avec impatience un peu pour qu'on sache, parce que normalement c'est la puissance fiscale. Maintenant, si on a changé de règle et que ça devient une question de poids, il faut qu'on comprenne pourquoi. Non, à part si c'est une mesure aussi qui a une dimension environnementale. Oui, peut-être qu'il y a un environnement, effectivement, essence diesel, oui, peut-être, mais là, c'est multidimensionnel, mais l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir parce que l'expérience de la vignette était très exceptionnelle. Ça a permis vraiment c'est pratiquement un meilleur taux de recouvrement. Aujourd'hui, on a la certitude qui a payé, qui n'a pas payé. La base de données, la big data, il est exhaustif. On sait exactement, parmi les véhicules qui sont en circulation, qui a payé, qui n'a pas payé. Raison de plus que nous avons même des garde-fous en matière de recouvrement. Donc, si vous voulez aujourd'hui partir au service des mines ou quoi que ce soit, vous êtes complètement bloqué si vous ne vous acquittez. Donc voilà, meilleure façon. Si on augmente la taxe, ça va être efficace en matière de recouvrement. Je crois que ça a été imaginé. Impact direct, en tout cas, pour les caisses de l'État. Absolument. Parce que l'État, de toute façon, en fait, tout le monde va payer plus ou moins vignette et se sent obligé de la payer. Donc ça, c'est possibilité aussi. Absolument. Sur la taxe intérieure de consommation, TIC. On dit qu'aussi, le curseur pourrait bouger. On part pour les opérateurs
le tabac. C'est une mesure de santé publique. Mesure de santé Écoutez, publique. bah oui, Donc on passe de la mesure environnementale à la mesure de Bah santé oui. publique. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le coût de santé, ça coûte trop cher à l'État. Par la suite, vous savez, les fumeurs, voilà, au niveau tout ce qui est boissons alcooliques, par la suite, ça engendre des maladies chroniques par la suite, des maladies voilà, très compliquées. Et plus la maladie est compliquée, plus elle coûte trop cher aux caisses de l'État, notamment pour les structures de l'État. Bon, l'État est en train de s'y préparer. C'est un peu de la prévention. La prévention, parce que ça taxe plus cher des produits qui relèvent maintenant des produits de luxe. Donc c'est un message fort pour dire, écoutez, il faut, tout d'abord, c'est une mesure de santé publique, pour pouvoir vraiment dissuader les gens, donc consommer un peu plus, pour modérer la consommation. Ça n'a pas été dit, parce que si... Oui, ça, bon, on va... Pour l'instant, sur les premières annonces. Absolument, parce que ça, c'est des produits pratiquement de grande consommation, mais ce n'est pas des produits élémentaires, ce n'est pas des produits de première nécessité. Là, les tabacs n'ont jamais été le cas. Mais l'idée, c'est de se dire, tiens, c'est un gisement pour recouvrer plus, pour pouvoir disposer de plus de marge. Ça a été le cas toujours comme ça. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir une répercussion aussi sur le prix du paquet de cigarettes, par Certainement, exemple certainement. Il n'y a pas une dimension, un enjeu social aussi là-dessus, parce que quand on veut encourager aussi le pouvoir d'achat, si on rend plus cher, si on renchérit le coût du paquet de cigarettes, par exemple, est-ce que ça contribue pas à la détérioration? Je ne sais pas, pour les fumeurs en tout cas. Oui, bon, je suis d'accord, mais... Même si on veut encourager les non-fumeurs. Oui, mais bon, les fumeurs ne pas fumer plutôt. Oui, bon, c'est ça. C'est principalement dissuader. Au moins pour les fumeurs, c'est de modérer la consommation, mais c'est une mesure pour un produit qui n'est pas un produit de première nécessité. C'est un peu dans la perception de l'establishment. C'est un peu ça. Et puis en disant, voilà, on fume trop, on fume beaucoup, ça nous coûte par la suite trop cher, avec le vieillissement de la population, ça commence Celui à devenir... qui veut s'offrir le luxe, parce qu'on peut considérer que le fumer est un luxe, en tout cas, il faudra qu'il passe à la caisse. Absolument. Avec une possible augmentation du prix du tabac à partir du 1er janvier 2019. Absolument. On va aller sur quelque chose de très lourd, que vous avez évoqué tout à l'heure, que vous avez esquissé, et qui a été évoqué d'ailleurs devant le Souverain hier après-midi, c'est le crédit remboursement TVA. Oui. Un volume global de 40 milliards de dirhams, avec la combinaison publique-privée. Vous avez fait référence à l'OCP, parce que l'OCP à lui seul concentre à peu près 50% de ce crédit TVA. Donc il y a des mesures qui ont été annoncées, un mode aussi qui a été avec les banques, avec l'État, avec le patronat, parce que déjà il y avait un point de départ au mois de janvier dernier. Oui, absolument, le 24 pour le remboursement. janvier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça va s'opérer comment? Alors la mesure, c'est une mesure de trésorerie. Ce n'est pas une mesure légale. Nous n'avons rien changé au niveau bien sûr de la loi. Le butoir, il existe toujours. Mais pour schématiser, c'est la différence de taux entre le taux à la vente et le taux à l'achat. Pour une société exportatrice qui ne paie pas c'est-à-dire qui ne facture pas le TVA, il est obligé de payer la TVA sur les intrants. Parce que toutes les entreprises exportatrices sont exonérées de... Avec droit à déduction. En d'autres termes, il y a déjà la TVA au niveau de leurs intrants. Ils paient déjà la TVA, ce qui n'est pas normal. Tout ce qui rentre chez nous, il y a une TVA déjà dessus qu'ils payent, que supporte l'entreprise. Absolument. Donc une entreprise exportatrice, il ne facture pas la TVA, il ne récupère pas, il ne collecte pas la TVA, mais il paie la TVA. Donc il a le droit de récupérer la TVA sur les intrants. Ce qui est logique. Absolument. Sauf que aujourd'hui, cette situation n'a pas été suivie au niveau des caisses de l'État. Alors normalement, la loi prévoit qu'il faut payer, le remboursement intervient au bout de 3 mois du dépôt, bien sûr, du dossier, qui doivent être déposés dans un délai qui ne dépasse pas 1 an, sous peine qu'il passe en forclusion. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été respecté. Ce qui fait que ça a engendré des retards de paiement. Et pour certaines entreprises, cumulées, pour l'OCP, Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que l'État ne peut pas payer immédiatement parce qu'il a des impératifs budgétaires et des équilibres. Il peut pas, sinon, on va inonder le marché, on va injecter beaucoup de liquidités, il y aura de l'inflation, donc ça va être compliqué par la suite, ça va être destructeur. Mais parallèlement, ça pénalise les entreprises, notamment pour les entreprises qui investissent. Parce qu'ils n'ont pas de liquide alors qu'ils doivent quelque chose à l'État. Donc de ce fait-là, on est devant une situation qui est compliquée. En plus, la confiance des opérateurs, il est certainement affecté. Affecté, bien sûr. Donc le mode qui va être opéré, en fait, c'est quoi? Donc on dit qu'il va y avoir un mode de remboursement immédiat. Non, pour l'instant, nous sommes toujours sur des formules telles que ce qui a été adopté. C'est l'intervention en partenariat avec le réseau bancaire, le marché bancaire. C'est du win-win. Voilà, c'est du win-win. Bon, le contribuable, il paie. La banque, sans vouloir simplifier la chose, parce que c'est très technique aussi, mais Al Fakir, c'est la banque qui va payer l'entreprise. Avec comme garant l'État et l'État qui va rembourser la banque sur 5 ou 10 ans. Absolument. C'est du factoring en fait. C'est du factoring, c'est de la factura, c'est d'une cession de créance professionnelle. En d'autres termes, l'État va céder cette créance aux banques
C'est-à-dire va céder cette créance aux banques, c'est-à-dire, pardon, c'est les contribuables qui vont céder la créance à la banque. Oui, parce que de toute façon, l'État, c'est les contribuables. Absolument. Ouais. Et l'État tout simplement, il va rembourser directement la banque. Nous ne sommes pas à notre première expérience. Il y a déjà une expérience similaire en 2007-2008. C'était lors du surenchérissement du prix de pétrole. Il y a eu de la facturage et les créances de l'office d'échange, la caisse de compensation, ont été cédées à l'État. Mais c'est une solution, je le dis, de trésorerie qui est dans le win-win parce qu'in fine, le raisonnement il est simple. Une entreprise qui se voit dans l'attente du remboursement de l'État, c'est une entreprise qui va s'endetter auprès des banques. Les taux au niveau des crédits de fonctionnement, ils sont exorbitants, ils sont à 2 chiffres. Donc les crédits de fonctionnement, les facilités, dans l'attente. Écoutez, on va optimiser. Voilà du win-win. Donc c'est toujours le contribuable qui va payer cette différence, mais c'est du win-win dans la mesure où il va le payer sous forme d'un crédit amortissable et il a la visibilité sur ce qu'il va céder comme marge ou comme partie de sa créance. En tout cas, il faut absolument agir. Mais moi, j'ai une question à vous poser, c'est Medel Fakir, c'est qui va payer là dans le taux, on appelle ça techniquement et financièrement le taux de sortie en fait. Est-ce que c'est la charge de l'État, la charge de l'entreprise? De l'entreprise Parce que dans un premier temps, ce qui avait été présenté en janvier dernier, quand il y a eu ce modèle un petit peu, ce processus, c'était la charge de l'entreprise. Oui. Et on a vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises qui ont enclenché en fait le processus. Donc là, est-ce que c'est l'État qui va payer? Non, mais le raisonnement il est très simple. Oui. Aujourd'hui, l'entreprise elle s'endette dans l'attente d'être remboursée par l'État. Oui. Si l'entreprise fait ses calculs, ça lui coûte plus cher de s'endetter sous forme de ligne de fonctionnement dans l'attente d'être remboursé par l'État. Ça revient au même. Autant payer des intérêts sur un crédit amortissable et puis gérer cette contrainte comme étant une contrainte de gestion plutôt que attendre. Puisque l'État, il ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit. Il vous dit, attendez, s'il vous plaît, parce que il y a des impératifs budgétaires. Si on se dit non, nous n'avons pas à écouter l'État pourrait très très bien faire de la planche à billets, injecter de l'argent, mais après, c'est la cata pour toute l'économie. Non seulement l'entreprise, c'est vrai qu'ils vont se voir rembourser, mais ils vont être devant une économie qui est sérieusement affectée par une crise désastreuse, dévastatrice, et ils vont tout perdre. Donc en fait, on déplace simplement le problème sans le résoudre. Absolument, c'est un problème qui est résolu par tout le monde, qui est partagé par tout le monde, et il y a une sorte de solidarité nationale pour le résoudre, y compris de la part du contribuable. A priori, c'était prioritaire hier, c'est au cœur de ce projet de loi de finances 2019, Absolument. Le remboursement de crédit TVA. Absolument. Parce que l'enjeu aussi, il est économique. Parce que Absolument. si effectivement, dans l'absolu, parce que je suis quelque part un petit peu idéaliste et rêveur, si l'État arrive à décoincer, à débloquer cette situation, c'est grosso modo 40 milliards de dirhams. Absolument. On est d'accord? Mais est-ce que du coup, mécaniquement, on peut dire que c'est 40 milliards de dirhams qui peuvent être injectés dans l'économie nationale? Absolument. Aujourd'hui, si l'État injecte cet argent, il va réanimer l'économie. Parce que tout le monde est en attente de cet argent pour financer des investissements, pour financer la croissance, pour financer la création de valeur ajoutée, pour financer la création d'emplois et surtout, pour convaincre. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a un problème de confiance. L'attentisme qui est généré par ces créances, il est grave sur le plan même psychologique. C'est-à-dire on est en train de dire qu'il y a un problème de confiance. Voilà pourquoi Sa Majesté il a tenu, mais bien sûr, pourquoi Sa Majesté il a tenu en premier lieu à demander après ce sujet bien précis, parce que on sait que en interpellant d'ailleurs a priori Mohamed Ben Chaboun en direct. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, Ben Chaboun, il a parlé quand même un discours qui m'a plu personnellement. Il n'a pas dit non, c'est les budgets. Il a parlé de restructuration, de contrat-programme, de gouvernance, et c'est ça le plus important, parce que ça n'a pas de sens de maintenir les choses en l'état, parce que ça va être toujours une perte d'argent. Il faut réformer, restructurer, notamment passant par la gouvernance. D'abord, la priorité, c'est le secteur privé. Le remboursement crédit TVA, parce que rien que le secteur privé, c'est 24 milliards de dirhams sur les 40. Absolument. Donc 16 pour le public, donc il faut débloquer immédiatement la situation. Absolument. L'État, il est cohérent là. Il est cohérent parce qu'il se dit que le secteur privé, c'est le plus prioritaire. C'est l'initiative privée. Bon, l'État, on est en bonne perte de famille, on gère. On essaie de gérer, mais j'estime que cette situation doit être résolue. On doit trouver une solution. Nous ne pouvons, parce que même cette solution que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, c'est une solution transitoire de facilité. C'est un droit qui est acquis et que ce droit doit être tout simplement, bien sûr, ces créances doivent être remboursées. C'est aussi simple. Maintenant, on ne peut pas passer toute une éternité à gérer ce problème qui est censé être un programme qui est ponctuel. Soit on va créer un mécanisme permanent pour gérer ce type de situation, et on ne touche pas à la loi, soit on touche à la loi, ça va être douloureux pour tout le monde, mais il faut supporter le coût, et sur le plan politique et sur le plan économique. Et sur les délais de paiement, s'il y avait une présentation qui avait été faite par Mohamed Ben Chaboun, tout informatisé, mettre des systèmes avec l'obligation aussi pour les offices établissements publics qui sont toujours dans les radars et dans le viseur, de pouvoir suivre, contrôler et puis débloquer aussi la situation. Est-ce que là, ça va être aussi quelque chose qui va être mis en place selon vous, accéléré, voilà. Il y a remboursement de crédit TVA
c'est la priorité. Absolument. Et ensuite, délai de paiement aussi, accélérer le processus. C'est toute la problématique des créances publiques. Que ce soit des créances commerciales par les établissements publics détenus par l'État, que ce soit des créances liées à des appels d'offres ou de la commande publique par la trésorerie générale, ou que ce soit aussi des créances fiscales. L'idée, c'est de se dire, il faut mettre en place un mécanisme permanent qui permet tout simplement de gérer et de respecter les délais de paiement pour maintenir la confiance. Ça passera impérativement par la signature de contrats programmes. Parce que ces entreprises Avec publiques, les engagements de part et d'autre. bien sûr, par l'État. Parce qu'aujourd'hui, un établissement public, il travaille pour le compte de l'État. C'est généralement du service public. C'est bien. Ce service public, il n'est pas aussi profitable que ça. Donc, il y aura toujours des décalages. Ces décalages sont gérés de façon très, très administrative. Il y a même des sociétés aujourd'hui de concession de services publics qui attendent, qui demandent un petit peu par rapport à leurs créances. Donc, il faut que l'État aussi s'engage. Et c'est aussi ça, c'est un jeu à somme nulle. Si l'État respecte ses engagements vis-à-vis de ces établissements vont rembourser leurs clients et leurs partenaires. C'est aussi ça. Veut dire que les établissements publics, c'est pas qu'ils ne veulent pas payer les entreprises, c'est qu'ils n'ont pas les sous pour les payer. Parce qu'ils attendent l'argent que l'État les paye. Et ça passe par une revue, une restructuration de la gouvernance de ces établissements pour que leur modèle économique soit viable et pour que leur endettement soit soutenable. Si cet endettement n'est pas soutenable, il y a un contrat programme et c'est l'État qui doit payer. Maintenant, lorsque on dit et si ça n'est pas, il y a toujours aussi l'option de la privatisation. Et lorsque l'État vous dit, écoutez, moi je m'engage, je signe une garantie, et alors qu'il sait très très bien que c'est une dette qui est insoutenable, là c'est un cercle vicieux. Vous avez parlé tout à l'heure de coloration sociale de ce projet de loi de finances 2019. Je propose simplement de finir le débat Mehdi El Fakir sur les budgets qui ont été alloués à certains ministères, qui ont été revalorisés. Oui. L'éducation, on l'a vu, le système éducatif aussi réforme, mettre l'accent aussi sur la formation professionnelle, qui est le corollaire de la réforme de l'enseignement. Donc, hausse du budget de l'éducation. Absolument. De 4,3 milliards de dirhams, donc un budget de l'éducation nationale qui passerait à un peu plus de 63 milliards de dirhams, un des plus gros budgets de l'État, avec la création de 25 000 postes de fonctionnaires, dont plus 15 000 de contractuels. De contractuels, effectivement. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, écoutez, aujourd'hui, l'État est en train de donner des signaux qui sont très forts. Devant des impératifs, vous savez que les institutions financières internationales, ils demandent toujours à revoir les salaires, à baisser les salaires, à arrêter le recrutement. Aujourd'hui, l'État, il est prêt, dans le cadre du dialogue social, à débourser quand même 6 milliards supplémentaires pour l'augmentation des salaires et dépenser plus pour les secteurs sociaux. Donc, on est plus que jamais sûr et certain que, certes, il y a des impératifs budgétaires, mais il y a quand même une volonté à la hauteur et à l'image et proportionnellement louable par rapport à nos impératifs budgétaires. L'État aujourd'hui il est en train de faire vraiment du social une priorité. C'est une question d'ordre général, on le sait très bien, et qu'aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas une question uniquement d'augmentation d'allocation, il faut aussi se pencher sur le qualitatif. Où va-t-on dépenser cet argent? Comment va-t-on l'optimiser? Ben oui, comment va-t-on l'optimiser? Comment on va faire de cet engagement? Comment va-t-on introduire la notion et la logique du résultat au niveau, bien sûr, des finances publiques? À quand? Parce que c'est le plus important. Une véritable évaluation, indicateur de performance pour le. Parce qu'on peut très très bien dépenser avec conformité des milliards avec zéro résultat. Parce que le corpus actuel, il oblige à respecter. Mais lorsqu'on parle de viabilité, et ça a été relevé par les rapports de la Cour des comptes, lorsqu'on parle d'impératifs de gestion, d'évaluation de gestion, d'évaluation de politique, le qualitatif, malheureusement, il n'est pas au rendez-vous. Donc, faisons bien le travail. C'est vrai, c'est bien d'allouer plus, mais encore, ça sera mieux encore d'être très regardant sur le résultat qualitatif. Après le ministère de l'Éducation, le budget aussi du ministère de la Santé a augmenté. Oui. Dans des proportions moindres que celui du ministère de l'Éducation, puisque l'augmentation du budget du ministère de la Santé est estimée autour de 1,5 milliard de dirhams. Donc pour un budget global qui va être porté à 16 milliards, même si Anes Doukaili, le ministre en charge de la Santé, lui voulait un budget à hauteur de 20 milliards de dirhams. Oui. Bon, il aura 16. Il faudra qu'il fasse avec 16, en tout cas pour 2019. Il y a un effort supplémentaire à faire dans ce sujet. Il y a un effort supplémentaire. Va-t-on partir sur des formules nouvelles? Vous savez que la santé publique, même en France, j'ai vu récemment Edouard Phillips visiter des urgences. Là, il était aussi sidéré. Même les Français se plaignent avec tout l'intérêt qu'il donne bien sûr à la partie médicale. Attention, c'est des sujets qu'il faut revoir dans le fond. Pour que le modèle hospitalier soit viable, il faut qu'il soit revu et refondu avec l'implication du privé dans le cadre de PPP. Pas céder, pas vendre, pas faire de la santé un commercial ou du commercial. La santé, en fait. C'est optimiser, trouver des formules qui vont permettre à l'État, à travers une gestion entre parenthèses déléguée, mais une gestion déléguée responsable, de mieux gérer cet établissement hospitalier, de mieux
vraiment garantir leur couverture à l'échelon international. Et puis attention, avec le vieillissement de la population, les pathologies deviennent de plus en plus compliquées. Ça devient de plus en plus cher, c'est de plus en plus coûteux. Ça nous ramène aussi au régime de couverture sociale. La CNOPS qui vient de changer en agence, les régimes de retraite qu'il va falloir unifier. On vient d'adjuger bien sûr l'étude, un cabinet international. Attention, ici nous sommes sur une situation qui ne demanderait pas des allocations budgétaires plutôt qu'une refonte. Et là, les impératifs budgétaires sont là, et c'est à l'image un petit peu de cette augmentation qui reste pas malheureusement à la hauteur des attentes. Pas aux attentes. Mais globalement, on a une masse salariale aussi de l'administration. Oui, c'est le serpent de mer qui ne va pas baisser. En tout cas, qui ne va pas pour 2019, au contraire, va augmenter. Absolument. Avec bien sûr les recrutements, avec les reconsidérations qui sont liées bien sûr là, au grade et ainsi de suite. Donc, et attention avec plutôt le dialogue social qui pourrait aboutir en cas d'arbitrage royal, éventuellement en cas d'intervention, en cas vraiment de pression de part et d'autre. Le dialogue doit aboutir. Nous ne pouvons pas rester sur cette impasse parce que ça nous coûte cher. Tel que c'est parti, une des demandes majeures des centrales syndicales, c'est une revalorisation des salaires, une hausse du SMIC. À mon avis, c'est mal parti, non ? Oui, c'est mal parti. On pourrait imaginer des ententes. Je crois que les différentes parties prenantes, ils comprennent qu'en matière de dialogue, il n'y a pas d'une seule voix. Donc, il faut faire des concessions de part et d'autre. Donc, maintenant, il y arriverait un jour, il y aurait un consentement, un consensus, un juste milieu pour vraiment débloquer ce dossier que sensible. Il en dépend de la cohésion sociale, de la stabilité sociale, mais aussi de l'instauration d'un vrai climat de confiance entre les partenaires sociaux. Autre donnée, ce sera la dernière question que je vous poserai, Mehdi El Fakir, sur le projet de loi de finances table sur un baril de pétrole de Brent. C'est à $70. $70, oui. Ouais. Bon, aujourd'hui, ce matin, il était à 77. Ouais. Il était à 80 la semaine dernière. Absolument, il est même arrivé à 86, 85, 84, 85, 86. Oui. Il y a des pronostics experts internationaux qui disent, voilà, à partir du mois de novembre, il peut y avoir un durcissement des sanctions américaines sur l'Iran. Donc, du coup, paf, effet mécanique aussi, rebond du baril de Brent. Absolument. À prévoir. Certains disent, ouais, d'ici la fin de l'année, il pourrait monter à $100. Absolument. Est-ce que là aussi, après l'endettement, c'est aussi l'autre indicateur clé qui nous préoccupe et qui, en tout cas, est sous contrôle pour nous? Absolument. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Le relèvement du taux par la Fed, avec vraiment les réactions des marchés financiers internationaux, les incertitudes au niveau du Moyen-Orient, avec les sanctions qui vont être en vigueur à partir de novembre. Il y a pas mal de sujets qui font que le prix du baril n'est pas appelé à se stabiliser du jour au lendemain. Et puis attention, la décision de l'OPEP de maintenir le niveau actuel de la production à l'unanimité, ce qui est très rare. Pas uniquement l'OPEP plus Russie, Norvège et autres producteurs. Donc effectivement, ce sont dit, le gouvernement doit défendre ce chiffre, doit l'expliquer, mais nous nous attendons à une pression sur les prix. Et nous n'avons pas de raffinerie avec l'arrêt de la Samir, nous n'avons pas une politique de stockage qui devrait nous rassurer. Donc peut-être qu'en cas de choc majeur, il y aurait des pressions énormes sur les réserves de change et de facto éventuellement des pressions sur le déficit budgétaire si l'État serait amené à utiliser la ligne de liquidité éventuellement, à titre ponctuel, ou demander l'endettement un tout petit peu plus tôt, parce que le Wally Bank il a parlé d'ores et déjà d'une sortie à l'international en 2019. On pourrait éventuellement l'accélérer, on n'en sait rien. En tout cas, d'ailleurs, durant ces 2 jours, la Sendaoudi, le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, des Affaires économiques générales, était à Bali là, pour ce qui avait l'Assemblée générale du FMI. Absolument. Voilà, pour voir si éventuellement on reconduit pas la ligne de précaution. Oui, non. Apparemment, la tendance aujourd'hui, c'est non, mais bon. C'est sûr que le Maroc il a intérêt à la maintenir. Il ne faut pas, avec ce contexte. Attention, nous l'avons maintenue là où il y avait moins de pression, moins d'incertitude. Là, avec ces incertitudes, il faut absolument la renouveler. Maintenant, le coût serait cher. Peut-être qu'on va revoir cette ligne à la baisse, parce que peut-être le FMI ne va pas être d'accord à 100% sur les mesures qui ont été prises. Alors, je suis sûr à certains, parce que le social, attention, avec le FMI, on n'est pas à 100% social. Et ils veulent pas du social. Non, le FMI, il est moins sensible. La concurrence, le libéralisme. Le FMI, pour lui, le social, c'est c'est une aggravation des dépenses publiques et du déficit. C'est un coût supplémentaire. Il part technique. Maintenant, les préoccupations d'ordre général et ainsi de suite, ça, c'est l'apanage souverain. C'est des questions de souveraineté plutôt qu'autre chose. Très bien là-dessus. Dernière question. Je suis toujours sur l'avant-dernière. Mehdi El Fakir, mais sur un sujet que je sais que vous connaissez très bien, c'est hier aussi le deal Sanlam, l'opérateur sud-africain, assurance, ça a été acté, parce qu'il y a plein de rumeurs aussi. Ça va pas se faire. Il va y avoir des problèmes. Voilà, il y a une dimension géopolitique. En fait, en tout cas, ça a été acté hier. Oui, donc ça veut dire tout simplement qu'il y a l'épilogue d'un deal qui est très important, qui est au-delà de son caractère purement économique, c'est un deal géopolitique.
C'est une normalisation, à mon humble avis, de la relation avec l'Afrique du Sud, dont on a beaucoup besoin, tout d'abord sur le plan économique, parce que c'est l'autre géant africain. Nous ne pouvons pas faire concurrence avec... pour pouvoir franchir la partie francophone de l'Afrique et aller au-delà, il fallait tout simplement faire une alliance économique avec nos amis sud-africains. Donc ils vont apporter énormément de choses. C'est une économie capitalistique qui est très ancienne, hein, c'est très important, ça va nous aider énormément. Et puis, attention, nous avons beaucoup de projets, l'adhésion à la CEDEAO, nous avons le gazoduc Nigeria, nous avons plein de sujets qui nécessitent un appui géopolitique et un appui économique de la part de nos amis sud-africains. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très louable et j'estime que c'est un deal qui est win-win, hein, et que bien sûr Moulay Hafid qui va se convertir au niveau bien sûr, de l'investissement à travers la création d'un fonds d'investissement, hein, dédié. Moi j'ai pressenti ceci parce qu'il y a quelques jours, on a commencé à annoncer déjà la création de ce fonds, l'installation du président. Il savait que la signature n'allait pas tarder en fait. Ah là, elle n'allait pas tarder. Bon, tout le monde parlait de la CAPS, mais je peux dire que le Maroc quand même ne va pas s'engager sans avoir quand même... voilà. Il en dépend de la crédibilité. Est-ce que ça va appuyer son propos à Moulay Hafid Elalamy d'ailleurs, qui était plus ou moins, en tout cas, soutenu d'un côté et critiqué de l'autre, lorsqu'il a dit, il a fait cette déclaration à l'université d'été de la CGM, en disant, je ne comprends pas ce pessimisme, cette morosité. Donc lui, il peut dire, alhamdoulilah, avec la signature hier, actée avec non. Pour lui, mais est-ce qu'il peut l'extrapoler à toute l'économie et à tout le monde? Absolument, il faut tout d'abord l'adhésion des opérateurs. Ce que personnellement, je ne comprends pas. Oui, c'est bien d'être pessimiste, mais il faut être aussi objectif. Mais là, lorsqu'on est en train de noircir à chaque fois, et ne pas reconnaître les quelques évolutions qui sont, bon, je dirais qu'ils ne sont pas considérables. On peut ne pas se mettre d'accord sur la portée. Mais c'est un début, à chaque chose un début. Il faut une adhésion. Maintenant, critiquer pour critiquer, ou bien sûr taxer de négativisme, hein, si j'ose dire un petit peu les politiques de l'État, ce n'est pas du tout bien pour vraiment le débat constructif. Je crois qu'aujourd'hui, je viens de le dire, je n'ai pas défendu l'État, mais j'ai dit que les impératifs du budgétaire, ils sont là. Je ne vais pas pousser l'État à faire de la planche à billets, alors que je sais que c'est dévastateur et catastrophique. Je ne suis pas l'Algérie. L'Algérie est en train de tabler sur une hausse, bien sûr, de l'Algérie a ajusté de façon considérable sa balance commerciale au bout de 6 mois avec une simple hausse du prix de baril. Nous n'avons pas la même marge, donc il ne faut pas se leurrer. Nous avons des impératifs. Je suis personnellement positif, pour ne pas dire optimiste, mais je suis quand même positif et j'estime qu'il y a beaucoup de choses à faire et que Moulay Hafid, lorsqu'il a annoncé pas mal de choses, nous partons d'un programme d'accélération qui commence à donner ses fruits. Industriel. En tout cas, ce qu'on peut retenir, entre autres, de ce projet de loi de finances 2019, donc à la lumière, en tout cas, des éléments dont on dispose aujourd'hui, qui devraient d'ailleurs, pour certains, se préciser dans les prochains jours, les prochaines semaines, Absolument. Il va falloir se serrer les coudes. Absolument. C'est ça. Absolument. Si le mot d'ordre de l'État, c'est stabilité du cadre macroéconomique, Absolument. le message aussi à toutes les composantes de la société, à tous les Marocains, c'est serrer les coudes. Et les solutions, elles sont chez nous. Il va falloir les trouver ensemble. Écoutez, voir que ce budget, c'est un budget d'austérité, où le taxé d'austérité est en marge de la réalité que nous vivons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'idées, de bonnes idées, d'idées toutes fraîches. Sa Majesté, il a annoncé une rencontre annuelle pour parler de l'emploi. Dire cette problématique. Oui, on sait que pour résoudre l'emploi, il faut créer des postes. C'est simpliste, c'est réducteur. Maintenant, pour parler de la problématique de l'emploi, pour parler d'idées, pour vraiment booster ce débat, c'est à mon avis surtout des solutions opérationnelles. Des solutions opérationnelles et vraiment des idées. Et je crois que le débat actuel, et là je salue votre initiative et l'initiative des autres médias, c'est pour donner un petit peu de la richesse, de la valeur ajoutée et de faire impliquer l'ensemble des parties prenantes et des forces vives parce qu'on en a besoin. Plus que jamais, le Maroc, il est devant un tournant majeur de son histoire. Il a besoin de toutes les forces vives. En tout cas, on est face à notre destin et il va falloir qu'on trouve des solutions entre nous, ensemble. Absolument. C'est aussi peut-être le message qu'il faut saisir. En tout cas, merci à vous. Merci. Elia Fakir pour ce large décryptage de ce projet de loi de finances 2019 qui a été dévoilé hier. On commence à avoir aujourd'hui des éléments, des informations qui doivent être soumis au vote au Parlement, la première chambre, ouverture de la session parlementaire d'automne. Après discussion au niveau des commissions. Voilà, vendredi par le chef de l'État d'ailleurs, prédiscussion en tout cas avant le 24. Absolument. Et ensuite effectif, il y aura peut-être encore entre le 24 octobre et le 31 décembre peut-être des discussions, des ajustements. Oui, mais en tout cas, effectivité du projet de loi de finances 2019 à partir du 1er janvier prochain. Absolument. Merci en tout cas à vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous en prie. À très bientôt. Merci. Oh